Ces dernières années, un changement dans la société et la disponibilité d'Internet ont rendu certains sujets plus accessibles à la discussion. Mais une chose qui est toujours considérée comme un sujet tabou à discuter est l'acte terrifiant du cannibalisme. Bien que la plupart d'entre nous ne puissent ne pas imaginer y participer, le cannibalisme est étonnamment courant, non seulement dans le règne animal, mais aussi à travers certaines périodes et cultures de l'histoire humaine. Il y a de nombreux exemples rien que dans l'ère victorienne qui racontent des histoires de cannibalisme humain. Bien sûr, nous sommes tous familiers avec l'histoire de Jack l'Éventreur, mais dans l'épisode d'aujourd'hui de Détective Cold Case, nous allons examiner de plus près 2 cas terrifiants de cannibalisme à l'époque victorienne. Levi Boone Helm, également connu sous le nom de cannibale du Kentucky, est né dans le comté de Lincoln, au Kentucky, le 28 janvier 1888. Il a grandi dans ce qui a été décrit comme une famille honnête, travailleuse et bien respectée, mais Levi était vraiment le mouton noir du groupe. Enfant, il aimait montrer des exploits de force et d'agilité, et on le trouvait souvent en train de provoquer des hommes plus âgés et plus grands en combat, et de montrer un tour de fête où il jetait son couteau par terre et le ramassait tout en étant à cheval au galop complet. La famille a déménagé au Missouri à un moment donné pendant l'enfance de Levi, mais cela ne semblait pas changer les choses. Levi semblait toujours nourrir un mépris pour l'autorité. À cheval, il a une fois repoussé une tentative du shérif de l'arrêter, menant son cheval jusqu'aux marches du tribunal et dans la salle d'audience pendant que la cour d'appel était en session. Ici, il a commencé à harceler verbalement le juge. À l'âge de 20 ans, en 1848, Levi a épousé Lucinda Browning, âgée de 17 ans avec qui il a eu une fille. Cependant, le mariage a très rapidement commencé à se désintégrer, car Levi était connu pour sa forte consommation d'alcool, son comportement physiquement abusif et le fait de monter à cheval dans la maison. Il battait fréquemment sa femme, à tel point qu'elle a finalement demandé le divorce. Le père de Levi a payé les frais, laissant la famille en faillite et leur réputation en lambeaux. Ayant ruiné sa famille à lui seul, Levi a décidé de partir pour la Californie à la recherche d'or. En 1850, il a demandé à son cousin, Littlebury Shute, de voyager avec lui. Littlebury a d'abord accepté, mais s'est ensuite retiré du voyage. Furieux du refus de son cousin de mener à bien leur plan initial, Levi l'a poignardé dans la poitrine, le tuant sur le coup. Puis il s'est dirigé seul vers l'ouest. Cependant, Levi ne s'en sortirait pas si facilement cette fois-ci. Pourchassé sans répit par le frère et l'ami, unique, présent dans la maison, Levi, seul dans la maison, a finalement été capturé par ses amis de Littlebury Shute. À partir de là, Levi a fini dans un asile où il a atterri en raison de son comportement pendant sa captivité. Après avoir été admis à l'institut mental, il a commencé à parler de moins en moins et a finalement convaincu un gardien de l'emmener se promener dans les bois. Ces promenades sont devenues une routine, ce qui a conduit Levi à gagner la confiance du gardien, qu'il a utilisé à son avantage, s'échappant lors de l'une de ses excursions programmées. Levi est revenu à son plan initial, pour se diriger vers l'ouest en direction de la Californie. Sur son chemin, il a tué plusieurs hommes lors de diverses altercations, finissant par commettre un meurtre prémédité. Son comportement horrifiant n'est cependant pas passé inaperçu, et il a été contraint de fuir constamment alors que les forces de l'ordre et la justice des justiciers le recherchaient. À ce moment-là, Levi a décidé de faire équipe avec 6 autres hommes pendant sa fuite. Il a avoué aux hommes qu'il fuyait depuis des années et qu'il était très heureux avec eux. Il a mangé tout ou partie de ses victimes, disant, je cite, « J'ai tué plus d'un pauvre diable à un moment ou à un autre, et il a fallu que je me nourrisse de certains d'entre eux. » Cela semble être le premier rapport de cannibalisme de la part de Levi. Naturellement, tout n'a pas été facile à partir de là. Alors qu'ils erraient sur le sentier en route vers Fort Hall, dans l'Idaho, les hommes ont été attaqués par des Amérindiens, les forçant à fuir plus loin dans la nature qu'ils ne connaissaient pas. À court de provisions,
Ils ont décidé de tuer leurs chevaux et de consommer leur viande, utilisant la peau pour fabriquer des raquettes à neige. Mais l'hiver était rude et impitoyable, et le voyage long. Sans la nature de leur côté, le nombre de membres du groupe a lentement diminué de 7 hommes à 2. Il ne restait que Levi Helm et un homme connu sous le nom de Burton. Quand Burton ne pouvait plus avancer, Levi l'a laissé derrière lui, mais a ensuite changé d'avis et a décidé de retourner vers lui. Il est revenu juste à temps pour entendre Burton se tirer une balle. Levi a mangé une des jambes de Burton et a emballé l'autre pour l'emporter avec lui. Ses mouvements après cela sont au mieux flous, mais à un moment donné, quelqu'un l'a découvert dans un camp amérindien, puis l'a accompagné jusqu'à Salt Lake City, Utah. Malgré la richesse qu'il avait sur lui, Levi n'aurait jamais remercié l'homme qui l'avait escorté, ni pour l'avoir nourri, habillé ou transporté. Sans surprise, Levi a eu des ennuis pendant son séjour à Salt Lake City. Fugitif recherché, il s'est enfui à San Francisco, en Californie. Là-bas, il a tué un éleveur qu'il avait pris sous son aile et l'avait hébergé, le protégeant des autorités. Après cela, Levi s'est rendu en Oregon et a repris ses vols pour survivre, les tuant souvent. En 1862, après avoir beaucoup bu, il a abattu un homme non armé nommé Dutch Fred dans un saloon avant de prendre la fuite. En fuite, il a mangé un autre évadé avec qui il voyageait. Finalement, Levi Boone a été attrapé, mais le public n'était pas en sécurité pour longtemps. Il a supplié son frère aîné, Old Tex, de l'aider. Individu fortuné, Old Tex a payé les témoins des crimes de son frère, de sorte que les autorités n'ont pas pu le condamner avec succès. Après sa libération, Levi a accompagné Old Tex de retour au Texas. Il semblait que le règne de terreur de Levi Helms ne finirait jamais, car il a commencé à réapparaître dans beaucoup des endroits d'où il avait déjà fui. Il a finalement été appréhendé pour de bon après s'être associé au chef de la mafia Henry Plummer et à son gang, où Levi et 4 autres membres du gang ont été capturés, arrêtés et jugés en secret. Pendant le procès, Levi a embrassé la Bible et a commis un parjure, accusant Jack Gallagher à 3 doigts, un ami proche et membre du même gang, d'avoir commis les crimes de Levi lui-même. Finalement, le meurtre de Henry Plummer resterait irrésolu. Les vigilants du Montana ont pendu Levi et 4 autres membres du gang capturés à Virginia City, Montana, le 14 janvier 1864 devant 6000 personnes. Soi-disant, lorsque le bourreau s'est approché de Helm, il s'est exclamé, je cite, « Chaque homme pour ses principes, hurrah pour Jeff Davis, laissez-la déchirer, avant de sauter de la boîte du bourreau avant qu'elle ne puisse être écartée. » Il aurait également dit à son camarade de gang Jack Gallagher de « Arrête de faire des histoires, il est inutile d'avoir peur de mourir. » Il semble évident que Levi Boone Helm avait très peu de considération pour la vie humaine. Sa vie était, il semblait, sans importance, tout comme celle de quiconque se mettait en travers de son chemin. Son tempérament déchaîné et turbulent, sa carrure robuste et son amour impitoyable pour la violence faisèrent de lui un homme à craindre, sa réputation semant la terreur dans le cœur de ceux qui avaient simplement entendu le nom du méchant. Le nom du méchant terrifiait ceux qui l'entendaient. Levi fut enterré au cimetière Booth à Virginia City. Il est reconnu comme l'un des hommes les plus cruels de l'Ouest sauvage et a laissé derrière lui un héritage d'horreur et de sauvagerie. Certaines estimations de son nombre de tueries le situent probablement autour de 11. Cependant, il semble probable que son véritable nombre de victimes pourrait être bien plus élevé. Alfred Packer. Alfred Packer. Le 21 janvier 1842, Alfred Packer, parfois appelé Alfred Packer, était l'un des 3 enfants nés de James Packer et Esther Greiner. Au début des années 1850, la famille a déménagé de Pennsylvanie au comté de Lagrange, en Indiana, où James Packer a trouvé un emploi en tant qu'ébéniste. Ayant une relation amère avec ses parents, Alfred a quitté la maison familiale à la fin de son adolescence et a commencé à travailler comme cordonnier dans le Minnesota. Il s'est engagé 2 fois dans la guerre civile, une fois en avril 1862, où il est resté 8 mois, et une fois en juin 1863, où il est resté jusqu'en avril 1864. Dans les 2 cas, il a été réformé pour son épilepsie, qui lui causait des crises aussi souvent qu'une fois tous les 2 jours. Au cours des 9 années suivantes, Alfred Packer a exercé de nombreux emplois différents. D'un chasseur à un ouvrier agricole, mais son épilepsie et sa mauvaise attitude l'ont empêché de trouver un emploi. Trouver un emploi à long terme et un revenu stable. Selon de nombreux témoignages,
Alfred n'était ni un homme gentil, honnête, ni travailleur. En fait, il était généralement détesté et méfiant par ceux qui interagissaient avec lui. Il était décrit comme querelleur, chapardeur et généralement une personne difficile à vivre. C'est probablement pour cela qu'il a eu tant de mal à trouver un emploi à long terme. Alfred aurait même travaillé comme guide, mais ceux qu'il connaissait ont commenté qu'il se perdait souvent, et donc ce travail ne lui convenait pas bien. Il a ensuite travaillé dans des mines au Colorado et en Utah, mais n'y a trouvé aucune prospérité non plus. Puis, en novembre 1873, tout a changé lorsque Alfred est tombé sur un groupe de 20 hommes qui se dirigeaient vers Breckenridge, Colorado, depuis les mines du comté de Bingham près de Salt Lake City, Utah, où ils allaient travailler comme mineurs. Ils allaient travailler comme mineurs, mais ils allaient travailler comme mineurs. Le mot s'était rapidement répandu depuis le Colorado que de l'or avait été trouvé, et donc les hommes s'y rendèrent dans l'espoir de découvrir de la richesse. Le groupe a rencontré Alfred à environ 25 miles de leur point de départ. Selon l'un des membres du groupe, un homme nommé George Tracy, Alfred avait demandé où ils allaient, et s'ils pouvaient se joindre à eux. Comme il manquait de provisions et n'avait pas d'argent, les hommes étaient réticents à l'emmener. Cependant, Alfred leur a dit qu'il était un guide et qu'il pouvait leur montrer le chemin grâce à sa connaissance du terrain, donc ils l'ont cru bon. Alfred était un bon gars, et il pensait qu'il serait un ajout utile à l'équipe. Les choses ne se sont cependant pas passées comme prévu, lorsqu'il est rapidement devenu évident qu'Alfred ne savait en réalité rien sur la zone que le groupe traversait. Il a été décrit par les autres hommes comme étant avide et paresseux, et ces crises en faisaient un énorme risque, prolongeant de plus en plus le voyage vers le Colorado. Ils ont fait très peu de progrès vers leur objectif, et compte tenu de la période avancée de l'année, le temps hivernal devenait progressivement plus mauvais. Les chevaux et les chariots ont commencé à s'enliser, et les provisions ont fini par s'épuiser, alors les hommes ont dû se résoudre à manger la nourriture des chevaux juste pour survivre. Il a fallu près de 2 mois avant que les hommes ne trouvent une lueur d'espoir. Le 21 janvier 1874, ils sont tombés sur le camp du chef Urey dans le Colorado. Urey était le chef amérindien de la bande Tabawash de la tribu Ute. Ses excellentes capacités de leadership ont été remarquées par les fonctionnaires américains. Il a passé une grande partie de sa vie à essayer de conclure des traités avec les colons et le gouvernement. Compte tenu de sa réputation d'homme de paix, le groupe d'Alfred a tenté de solliciter l'aide du chef Urey. Apparaissant émaciés et dépenaillés, ils sont entrés dans le camp, effrayant certains membres de la tribu. Mais, fidèle à sa réputation, le chef Urey a accueilli les hommes à bras ouverts, les nourrissant et leur offrant un abri. Connaissant bien les terres et le climat à cette période de l'année, Urey était un homme de paix. Le chef a suggéré que les hommes, qui étaient des hommes de paix, reportent leur voyage vers les mines d'or jusqu'au printemps. Il leur a dit qu'il les nourrirait et les abriterait aussi longtemps qu'ils resteraient, s'ils choisissaient d'attendre la fin de l'hiver rigoureux. Alors que beaucoup d'hommes étaient heureux d'attendre que les conditions s'améliorent, tout autant ne l'étaient pas, craignant que d'ici à ce que le groupe arrive aux mines, il ne reste plus rien. Début février, après une période de repos et de préparation pour le périple à venir, 11 personnes ont été envoyées aux mines d'or. Urey, un homme de paix, était le leader du groupe qui a décidé d'avancer. Voyant qu'il ne pouvait pas les dissuader, le chef Urey a fourni aux hommes des provisions et des instructions sur comment traverser en toute sécurité le chemin difficile à venir, les dirigeant le long de la rivière, évitant les montagnes. Cela prendrait un peu plus de temps de cette façon, mais cela signifiait que le voyage serait beaucoup plus sûr. Insatisfait de la longueur de l'itinéraire suggéré par le chef, Alfred a présenté l'idée que le groupe prenne un chemin plus direct. Il a obtenu le soutien de 5 hommes qui ont accepté et décidé de le suivre. Pendant ce temps, les 5 autres hommes qui souhaitaient partir mais emprunter la route sûre l'ont fait. Ils auraient rencontré des conditions météorologiques épouvantables et auraient été retrouvés à moitié affamés par des travailleurs du camp de bétail gouvernemental près de Gunnison, Colorado, où ils sont restés jusqu'en avril. Le 9 février, Alfred et ses 5 disciples ont quitté le camp. Pendant un moment, ils ont également suivi la rivière, puis ont emprunté un sentier sinueux jusqu'à la rivière San Juan. Alfred et ses 5 disciples ont quitté le camp, puis ont emprunté un sentier sinueux jusqu'à la rivière San Juan. Cette décision a été prise à la hâte lorsque les hommes ont commencé à manquer de nourriture. Ils ne portaient pas non plus de vêtements lourds ou de raquettes, avaient épuisé leurs allumettes et n'avaient pas de silex. Ils pensaient que plus vite ils se dirigeaient vers les montagnes, plus vite ils arriveraient à leur destination. Mais ce n'était pas le cas. En fait, le seul qui reviendrait de ces montagnes était Alfred. Le 16 avril 1874, Alfred est sorti seul des bois. Il n'y avait aucun signe de son groupe.
composé de Shannon Wilson Bell, James Humphrey, Frank Miller, George Noon et Israel Swan. L'homme de 32 ans a traversé le lit du lac gelé pour se rendre à l'agence indienne de Los Pinos près de Sawash, Colorado. Il est entré dans le bâtiment en trébuchant, les pieds enroulés de chiffon, suppliant pour de la nourriture et un abri. Les hommes de l'agence l'ont nourri, mais Alfred a tout vomi ce qu'il a mangé. Il a noté que sa digestion avait été modifiée, en raison de longues périodes de quasi-starvation. Au fil des années, Alfred a raconté plusieurs histoires différentes sur ce qui s'est exactement passé dans les montagnes de San Juan. Il a informé le personnel de l'agence qu'il avait été embauché comme guide par un groupe de 5 personnes, mais qu'il est devenu aveugle à cause de la neige et a été abandonné. Il a expliqué qu'Israel Swan, le membre le plus âgé du groupe à 65 ans, lui avait donné son fusil pour se protéger, mais avait continué sans lui. Il prétendait avoir survécu avec peu plus que de la nourriture et de l'eau, mais c'était impossible, des miettes et des ornières, alors qu'il tentait de retrouver son chemin vers la civilisation. Les hommes de l'agence ont noté que, malgré ce qu'il disait, Alfred Packer ne ressemblait pas à un homme qui avait été affamé pendant 2 mois. En fait, il avait l'air relativement en bonne santé. Cependant, ils n'ont pas approfondi cette question et ont permis à Alfred de rester à l'agence pendant 10 jours avant qu'il leur dise qu'il souhaitait retourner en Pennsylvanie. Avant de partir acheter des fournitures pour le retour, il a vendu le fusil d'Israel Swan pour $10, soit $224 d'aujourd'hui, prétendant qu'il avait désespérément besoin d'argent. Dans la petite ville de Swatch, Alfred a pris une chambre dans le saloon de Dolan, possédé par un homme nommé Larry Dolan. Larry a plus tard affirmé qu'Alfred avait dépensé environ $100 pendant son séjour, l'équivalent de $2249 aujourd'hui, et qu'il avait même proposé de prêter $300 à Larry. Il a également dépensé $178 dans le magasin général et des témoins se souviennent l'avoir vu utiliser différents portefeuilles. Pendant son séjour dans la ville, Alfred buvait beaucoup et quotidiennement et racontait souvent différentes histoires sur le voyage dont il venait de revenir. Les habitants de la ville ne cessaient de parler de lui, de ses comportements étranges et des histoires qu'il racontait. Puis, de nouveaux visages sont arrivés en ville. L'un d'eux était un homme nommé Preston Nutter, qui avait été l'un des hommes arrestés au camp du chef Ur jusqu'au printemps. Preston a rencontré Alfred au saloon et l'a interrogé. À propos de l'endroit où se trouvait le reste de son groupe, le jeune homme de 32 ans a raconté son histoire, expliquant que ses pieds étaient mouillés et qu'alors qu'il les séchait près du feu, les autres hommes du groupe sont partis à la recherche de nourriture et ne sont jamais revenus. Preston a immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas. Après tout, même s'il était un mauvais guide, il avait été le leader et le guide de ce groupe. Pourquoi laisserait-il Alfred derrière? Il trouvait également inutilement cruel que les hommes partent simplement sans lui. Preston, comme le personnel de l'agence, a noté qu'Alfred ne semblait pas être un homme affamé, et se demandait comment diable il avait soudainement obtenu autant d'argent. Il a également noté qu'Alfred avait le couteau de Frank Miller, ce qui a été expliqué comme quelque chose qu'Alfred avait ramassé lorsque Frank l'avait planté dans un arbre et l'avait laissé là. Quelque chose semblait étrange à Preston, et il n'était pas le seul à le remarquer. De retour à l'agence indienne, les 5 hommes de l'autre groupe qui étaient partis juste avant le groupe d'Alfred sont apparus. Le général Adams, chef de l'agence, leur a narré l'incroyable histoire d'Alfred. Les hommes ont aussitôt dit à Adams de ne pas croire Alfred, expliquant qu'il n'était pas digne de confiance. Ils ont convaincu Adams d'envoyer un officier pour amener Alfred à être interrogé, et juste au moment où le membre du personnel de l'agence est arrivé à Sawash pour le faire, les choses s'échauffaient entre Alfred et Preston, qui avait amené d'autres hommes avec lui et était prêt à confronter Alfred sur ce qui s'était vraiment passé dans les montagnes au cours des 2 derniers mois. Alfred était réticent à retourner à l'agence, mais il l'a fait. Juste avant leur départ, Preston a dit aux membres du personnel de l'agence tout ce qu'il savait et soupçonnait. En revenant à l'agence, le membre du personnel a expliqué à Adams tout ce que Preston lui avait dit. Pendant ce temps, Alfred accueillait les nouveaux arrivants à l'agence comme de vieux amis perdus de longue date. Non convaincu par ces paroles, le groupe a exigé de savoir où se trouvait le reste de son parti. Alfred leur a raconté la même histoire. Il avait raconté cela au personnel de l'agence et prétendait être surpris et préoccupé qu'il n'ait pas réussi à se rendre en toute sécurité à l'agence jusqu'à présent. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait acquis sa soudaine richesse, Alfred a expliqué qu'on lui avait accordé un prêt en espèces à Sawash. Cependant, un membre du personnel de l'agence qui a été envoyé dans la ville pour vérifier cela est rapidement revenu pour le réfuter et a noté que des témoins avaient vu Alfred avec plusieurs portefeuilles. Le soupçon commençait à grandir parmi le personnel de l'agence, y compris
Le général Adams restait déterminé à donner à Alfred le bénéfice du doute. Il a convoqué un conseil composé du personnel, de lui-même, d'Alfred et des 5 mineurs nouvellement arrivés, afin qu'ils puissent tous tirer les choses au clair et mettre fin à cette affaire. Mais ils furent interrompus par la scène horrifiante des tribus Utes, entrant dans l'agence, en serrant des morceaux de ce qu'ils appelaient la viande de l'homme blanc. Ils ont trouvé les morceaux de chair en chassant sur la colline voisine. Alfred est venu à l'agence, a annoncé cela, puis s'est effondré et évanoui. Après avoir repris connaissance, il a supplié pour la miséricorde, promettant de tout avouer. Après un long silence, il a dit « Ce ne serait pas la première fois que les gens ont été obligés de se manger les uns les autres quand ils avaient faim. » Dans la première déclaration officielle d'Alfred sur ce qui s'est passé entre le 9 février et le 16 avril 1874, il a expliqué que les hommes avaient rapidement épuisé leurs réserves de nourriture en raison du terrain difficile et du manque de nourriture. Il a dit que traverser nécessitait une certaine quantité d'énergie. Bien qu'ils aient réussi à survivre un certain temps avec de la végétation et de la viande de lapin, le froid semblait faire fuir tous les animaux, les laissant affamés. Quelques jours plus tard, en revenant de la collecte de bois de chauffage, il a trouvé 4 hommes de son groupe autour du corps mort du cygne d'Israël. Il avait été tué par un coup à la tête. Selon Alfred, il a simplement accepté cela et les a rejoints pour dépecer le corps. Ils se sont séparés, lui prenant sa part d'argent et Alfred le fusil d'Israël. Ils ont emballé des parties du corps pour le voyage, mais n'ont trouvé aucun animal sauvage durant leur progression. Frank Miller a été la prochaine victime, tué d'un coup derrière la tête. Sa part de l'argent d'Israël a été redistribuée et Alfred a pris son couteau. James Humphrey a été la 3e victime, suivi de près par un jeune George Noon. Alfred a noté dans sa déclaration à ce stade, lui et l'homme restant, Shannon Bell, le père des 2 hommes, ont juré sur Dieu Tout-Puissant qu'ils ne se feraient aucun mal l'un à l'autre. Ils ont juré de taire le cannibalisme, convenant de dire que les autres du groupe ont succombé aux conditions météorologiques ardues. Cependant, malgré leurs promesses mutuelles et à Dieu, les choses ont pris un tournant vicieux lorsque le duo a campé une nuit près d'un lac. Shannon Bell a commencé à crier qu'il ne pouvait plus le supporter et que l'un d'eux allait mourir pour de la nourriture. Il s'est jeté sur Packer avec son fusil, prêt à lui fracasser la tête. Finalement, Alfred a vu un homme debout là et a dévié ses tentatives féroces, frappant Shannon à la tête avec sa hache. À ce stade, il prétendait que sa seule peur était de mourir de faim. Alfred a mangé une partie du corps de Shannon, volé son argent et emballé de la chair humaine pour l'emporter. Il ne pensait pas survivre. Et juste au moment où il perdait tout espoir, il est tombé sur l'agence. Ici, Alfred aurait déclaré qu'il avait développé un goût pour la chair humaine et qu'il avait jeté certains des restes avec une certaine hésitation. Immédiatement à la fin de son récit, les 5 mineurs de l'autre partie ont dit qu'ils ne croyaient pas à l'histoire. Ils ont affirmé que Shannon donnerait sa vie pour une autre. Il a été décidé de former une équipe de recherche pour chercher les corps. Elle était composée des 5 mineurs, d'un employé d'agence et de plusieurs officiers d'agence, et Alfred Packer était le guide. Mais après 2 semaines, aucun corps n'a été récupéré. Le groupe a atteint Lake Fork, de la rivière Gunnison, quand Alfred a prétendu qu'il était perdu et que la zone ne semblait pas correcte. Les mains vides et toujours sans réponse, le groupe a fait demi-tour et est reparti. Lors du voyage de retour, Alfred a tenté de tuer le commis de l'agence, un homme nommé Herman Latter, en utilisant un couteau qu'il avait dissimulé dans ses vêtements. Heureusement, il n'a pas réussi et a été attrapé, maîtrisé et arrêté. À ce stade, le général Adams, l'homme qui avait toujours lutté pour donner le bénéfice du doute à Alfred Packer, a admis qu'il était mort. Il était en effet un homme extrêmement dangereux. Alfred a ensuite été transféré et emprisonné à Seawatch par le shérif de la ville. C'était pour sa propre protection, car la nouvelle de ses crimes s'était répandue dans toute la ville et les habitants étaient désireux de rendre justice de leurs propres mains. Pendant son emprisonnement, Alfred a retiré ses déclarations précédentes et a changé son histoire. Il a affirmé qu'une tempête de neige les avait égarés et que, comme il l'avait déjà déclaré, la faune leur avait échappé après l'épuisement de leurs provisions. À partir de là, les hommes ont commencé à rôtir et à manger leurs chaussures. À ce stade, ils ont conclu un pacte, selon lequel si un homme mourait, les autres consommeraient son corps pour ne pas mourir de faim. Israel Swan fut encore une fois le premier à mourir. Cette fois, sa faim n'est pas venue des mains des autres, mais de la faim et de l'exposition aux éléments. Alfred a signé cette confession, et bien que ce ne soit pas sa première, c'était la première qu'il a signée. Plusieurs mois ont passé,
et le printemps s'est replié. Le froid dur et amer a été remplacé par des jours plus doux et une abondance de soleil. C'est ce changement de temps qui a finalement révélé l'emplacement des corps des hommes disparus. En août 1874, un illustrateur pour un magazine est tombé sur la scène macabre. Les 5 corps gisaient au pied du col de Slumgullion, à 2 miles au sud-est de Lake City, Colorado, dans un ravin ombragé de pins. Le groupe se trouvait à une très courte distance à pied de la ville voisine, s'ils avaient choisi de suivre le lac plutôt que de monter dans les montagnes. Après avoir esquissé la scène, l'illustrateur a alerté les autorités. On pensait que les 5 hommes avaient subi une violence extrême, tous ayant été battus à mort. Israel Swan n'était guère plus que des os, tandis que Frank Miller avait perdu sa tête. Les corps restants avaient des jambes squelettiques et des visages intacts, leurs corps se décomposant. La découverte des corps a soulevé de nombreuses questions auxquelles Alfred Packer devait répondre. Et tout de suite, le personnel de l'agence et les autres mineurs ont repéré les incohérences dans ces multiples histoires. Premièrement, Alfred a dit que les hommes avaient été tués dans différents endroits, mais voilà, ils étaient tous au même endroit. Deuxièmement, James Humphrey et George Noon avaient encore beaucoup de chair sur leur corps, qui aurait pu être facilement mangée avant que Shannon ne devienne un fou affamé. Troisièmement, un abri avait été construit à proximité, qui contenait les possessions des hommes et qui avait manifestement été utilisé par Alfred pendant son temps seul dans les montagnes. Un chemin bien tracé entre l'abri et les corps pouvait être vu. Les preuves sur les lieux suggéraient que les décès étaient survenus avant que les provisions rationnées ne soient épuisées, amenant les autorités à théoriser qu'Alfred avait tué les hommes simplement pour les voler, puis avait vécu dans l'abri pendant des mois, ne sortant que pour enlever de la chair des corps, au fur et à mesure qu'il en avait besoin. En revenant à la prison temporaire d'Alfred, ils l'ont trouvé absent. Jusqu'à ce jour, on ignore toujours exactement comment il s'est échappé, mais il semble probable qu'il ait soit soudoyé le gardien, ou que quelqu'un ait soudoyé le gardien pour lui. Il n'a pas été localisé jusqu'à près d'une décennie plus tard, le 11 mars 1883, lorsqu'il a été approché par un homme qui faisait partie des membres du groupe qui avait choisi de rester au camp du chef Urey. Alfred vivait sous l'alias de John Schwartz et cherchait à acheter des fournitures, mais l'homme de la fête originale a contacté le shérif local qui l'a arrêté. Une fois de plus en détention, Alfred a signé une autre confession le 16 mars, affirmant que Shannon Bell avait tué tous les hommes pendant qu'il était en train de chercher de la nourriture. À son retour tard dans la soirée, Alfred a tué Shannon en légitime défense en lui tirant dans l'estomac, puis en le frappant à la tête avec une hache. Il a ensuite continué à construire l'abri à cause du mauvais temps et a affirmé qu'alors qu'il a essayé à plusieurs reprises de faire son chemin de retour, la manière dont il l'a fait, le temps était trop peu coopératif. Il est resté dans cet abri de fortune pendant 2 mois, se nourrissant des corps chaque fois qu'il avait besoin de subsistance. Alfred Packer a subi son premier procès en avril de cette année-là et a été reconnu coupable du meurtre prémédité d'Israel Swan. Il a été condamné à la peine de mort, mais en raison d'une technicité, il a finalement échappé à cette sentence. Puis en juin 1886, Alfred a été jugé à nouveau. Il a été reconnu coupable de 5 chefs d'homicide volontaires et a été condamné à 40 ans de prison. Vers cette période, des chasseurs locaux ont révélé que malgré l'hiver rigoureux de 1874, la faune était abondante, remettant en question l'argument d'Alfred sur la rareté du gibier. Complètement par la fenêtre. En 1901, après avoir purgé 18 ans de prison, Alfred a été libéré sous parole. Cela est arrivé suite à la publication de plusieurs rapports par un journal local, le Denver Post, sur le fait qu'il était un homme respectable, qui n'avait fait ce qu'il avait fait que pour survivre, et que le public l'avait diabolisé simplement pour avoir essayé de survivre à un hiver rigoureux. Les histoires ont résonné auprès des habitants qui ont lancé une pétition pour sa libération. Finalement, le gouverneur Charles Thompson a cédé à la pression, et bien qu'il ait libéré Alfred sous parole, il a refusé de le gracier. Après sa libération, Alfred a travaillé comme ouvrier agricole et gardien au Denver Post. Il est décédé le 23 avril 1907. Âgé de 60 ans, Alfred a été libéré de prison en 1965 à Deer Creek, comté de Jefferson, Colorado. On dit qu'il était un homme charitable qui vivait modestement. Un voisin se souvient qu'Alfred lui avait dit une fois qu'il avait essayé de manger de la chair humaine, mais que cela l'avait rendu malade. Tandis qu'un autre a commenté l'étrangeté de ses yeux noirs perçants. Les avis sur Alfred semblaient partagés. À sa sortie de prison, en 1980,
Un juge aurait tenté d'obtenir le pardon posthume d'Alfred, mais cette tentative a échoué. Les enquêtes des années 80 et 90 n'arrivent pas à un consensus définitif sur ce qui s'est réellement passé pendant ces 2 mois dans les montagnes. Alors qu'une étude de 1994 a montré que Shannon Bell avait une blessure par balle à la région pelvienne, cela ne prouve pas définitivement que l'une des histoires d'Alfred était correcte. Après tout, Shannon aurait pu être abattu en revenant au camp pour découvrir qu'Alfred était celui qui avait tué les autres membres du groupe. Beaucoup de gens sont fascinés, même s'ils ne savent pas, même aujourd'hui, par le cas du cannibale du Colorado. Et si Alfred était innocent ou coupable, est encore très débattu à l'époque moderne. Quoi qu'il en soit, nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce qui s'est réellement passé entre le 9 février et le 16 avril 1874 dans les montagnes de San Juan. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, aimez 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 cette vidéo. Et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Si vous voulez plus de contenu sur les crimes réels, écoutez le podcast Cold Case Detective en suivant le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.